Good day, everyone. Good morning to those that it's in the morning where you are. My name is Brian. I'm Brian Mantlana. I am based in Pretoria in South Africa. I lead the work of climate change at the CSIR, which is the Council for Scientific and Industrial Research. And I'll be one of the moderators this morning. Just want to allow my co-moderator to introduce himself. René, please, René. Oui, merci Brian pour la parole. Moi, c'est René Siwe. Je travaille pour le service forestier américain, le programme international. Je suis basé à la République démocratique du Congo, où je coordonne techniquement nos activités dans la sous-région de l'Afrique centrale. Et parmi nos activités, nous accompagnons et donnons un appui technique aux pays de la sous-région en tout ce qui concerne la mise en place d'un système MRV en ce qui concerne le secteur forestier et aussi en tout ce qui concerne la notification auprès de la Convention dans le cadre des communications nationales. Donc, je suis content d'être parmi vous et aider aussi à la modération de la session. Donc, over to you, Brian. Thank you. Thank you, René. Just as to remind participants, you have an option of choosing English or French. At the bottom of the screen, you can choose the language that you prefer. Okay. Welcome everyone to the side event, Data for Better Climate Action. The focus today is on how to use climate transparency to achieve effective climate action and advance national development at this year's Africa Climate Week. You will recall that on May 11, 14 global entities launched a renewed effort. This event precedes the COP that is forthcoming in just 5 weeks in Glasgow. The hashtag Data for Better Climate Action campaign aims to raise awareness of the inherent value of transparency in seeking action and significant climate support. For countries across the world to meet their commitments under the Paris Agreement, we know that they need to have sound data and information systems in place. This will help to design and implement strong evidence-based policies and actions to address climate change. So strong transparency frameworks have many benefits. We know these benefits. They include enabling national ownership, the integration of relevant stakeholders, ensuring accountability at both national and international level. The transparency work helps to demonstrate the impact of climate policies, and it links the climate work with the country's sustainable development actions. So transparency is the backbone of the Paris Agreement. It is one of the significant components of the Paris Agreement. So today, this session aims to highlight why this transparency is important, why we should and how we can use the data and transparency frameworks to promote climate actions that address climate change and meet national development priorities, whilst at the same time meeting reporting requirements under the UNFCCC. We hope that you're going to be actively engaged. We're looking forward to have an engaging session with you with the view that building from this, you'll continue being active in your country's transparency efforts and strengthen the frameworks that are necessary for effective climate action. For today, we are joined by 3 speakers.
but we're going to have a kind of 3 fireside conversations, one from Burkina Faso, the other one from Chad, and the other from Morocco. So myself and my co-moderator, Renee, will be managing the questions. Do send through your questions in the Q&A box, and we will field those questions that we are sending to our host, to our guests this morning. And also you can share your commentary about this event by using the hashtag Data for Better Climate Action, as well as hashtag Africa Climate Week. But before I start, I want to allow Mr. Traore some opening remarks, who is the focal point. Mr. Traore, please. So I'm looking on the participant list, and it doesn't look like he's with us today, Brian. That's okay. That's okay. That's fine. We will proceed. I've taken myself off the video so that, because my bandwidth is a little unstable. I'll start the fireside conversation then with with Male. Dr. Male Fofana is the country manager of Côte d'Ivoire in Burkina Faso. He's currently based in Abidjan in Côte d'Ivoire. Dr. Male leads and directs the operational day-to-day activities of Burkina Faso and Côte d'Ivoire country programs. He is responsible for the strategic leadership and direction of the country's teams to achieve the GGI's vision of strong, inclusive, and sustainable economic growth. Good morning, Male. Good morning. Good morning. How are you, Doctor? I'm all right, Male. Thank you. Good. Can you just tell us a little bit about what you are doing, building on the introduction that I have just made about what you do? Yeah, thanks for the opportunity, and thanks also for giving us the chance to share our current experience in Burkina Faso. Currently, what we are doing in Burkina Faso that related to data is that we're supporting the country to put in place the MRV system, as well as we also help the country during the NDC revision that requests a lot of, let's say, systematic way of collecting data to support the decision-making process. So from the MRV system side, what we're trying to do is we're trying to really let's say, come up with some challenges that we, let's say, find out when we start the work in Burkina Faso in 2019 on that, on a couple of things that also link to the data, and also why it's so important at a certain point. The one, very important point that we really see there is that when we start in 2019, there is a lack of knowledge and understanding of the, why data is so important. Why data is so important in a certain way, because, for example, when you look at the main decision the main decision maker in the government, when you talk about having some system that can help to produce, qualitative data, they sometimes doubt about the relevance of that. Also, maybe the priority of that. For example, when you say you would like to put in place a MRV system to have a robust, tracking system for data, they will ask why this MRV system would be relevant for us right now. And I think it would be good to solve the issues first, to have that really engagement and buying from the government about such system and tools that help them to move forward, because they're dealing like urgent priorities and they would like to see exactly how to lead with that. The second thing also is that how data can be linked to a long-term vision, like a perspective, right? Most of the country, they have really short-term engagement, short-term orientation, because the lack of data limit the opportunity to have some more perspective for 10, 20 years, like a scenario. So I think having those data help them to really build, for example, a low carbon emission strategy, or have, more scenario for more than until 2050. So the data is really important at that sense. And that will help them really to see where they will channel the investment in a certain way.
Also, what we also think, data also is information, but also information is led by institution. And it's really important to see how institution also can play a role to facilitate the flow of data. And that one issues that we frankly see in Burkina Faso was the institutional arrangement, but also the legal, let's say, interaction between institutions. Let me give an example that we saw there. For example, some ministry do not have the right, or let's say they do not have the right to report or share data to another line ministries, because data is considered as power. You know, more you share data to the other ministries, less you have more power in the government. So I think this linked to the way that, you know, the mission was built. And I think it's good also when you're looking at the data flow to see exactly what type of institutional arrangement that you have to put in place. Also, what are the legal, you know, element that you have to put it clearly so the data will be shared widely without any issues on that. The other point also is we also to think about the way that data was collecting previously. When you look at the statistical agency, the main mandate they have was really collecting data for social and economic issues, you know, for poverty, you know, reduction. That was the main mandate, right? Now we include data that link to environment, climate change, which is pretty much new, so that require a lot of change for them. Would that mean that a statistical agency need also to be playing a critical role? But to play that critical role, we have also to build them capacity to understand how or what type of dimension from the climate they should be involved, and how they can be also integrate that on the annual report when it's come to reporting on social and economic dimension. So it's a big shift for them, and that require a lot of support on that element. Data also is really important for, let's say, when you have some good data in terms of like for the climate, for example, for the climate finance is really important. When you quantify your actual emission reduction for the different country, for example, in Burkina Faso, that lead also to create, you know, like of incentive for countries to explore cooperative, you know, approach, including carbon market, for example, under the Article 6, which is really a good opportunity for country as well, because there's a lot of potential that they can, when they have the data, right information, they can use it to really have more opportunity on that part. Having those data also will help to really explore new technology, because when you have those data and you see exactly some issues, for example, on GSD and, you know, emission in a certain way. Give an example, for example, for Burkina, we did some work on agriculture sector and especially on irrigation sector. When we're doing the GSD emission data information, we realized that a lot of, let's say, farmers, they was using diesel pump with a lot of emission, right? And that tell us that they have to switch from that technology to go for more clean technology. That's why we push now more for solar irrigation system. So having that information upfront help us to make the right decision, and also having, let's say, fact-based, information to shift from that diesel pump, let's say, irrigation system to a solar irrigation system. And also they help us to track, right? Where are we, you know, compared to our achievement on the SDG, for example, what are the level of contribution to achieve that SDG goals? Goal 7 and 13, 17 on the partnership as well. And also where we stand with the NDC implementation, right? Because most of the countries, especially Burkina Faso, they have engagement in terms of GSD reduction. The fact of generating, let's say, credible emission information to report the progress and mobilize resources can help them to regularly update the NDC target. So that's create credibility for country. I think data is seen by the country, how they can have more credibility and how they can have more visibility in a sense that they can make a final decision on the progress and see exactly how they can build from that cooperation from South-South cooperation, as well as cooperation with the different institutions. So I will stop there, Dr. Brian, and I'm happy to go more in the Q&A to give more details on that. Thanks, Mali, and thanks for that rich introduction and laying the context of some of the aspects of work that we are doing. I want to bring a few things to light that you mentioned. You use the word data a lot, information, institutions,
And I just want to zoom in a little bit on this issue of data. Often when we hear about our African countries and we talk about data, the mantra, the common belief is that we lack data. What is your experience to date in terms of availability of data, in terms of availability of usable data, and in terms of what is your view to date in terms of ability to collect usable data using the systems that you are developing currently? That's a good question. And also that's the big challenge for most of the country, and then also in Burkina Faso as well. So we mentioned the availability of data, right? I would say the data is available, but there's two issues there. The data is available. The one issue is what is the best way to collect the data in a faster way that can be used to make the faster decision, for example. That's an issue because the current system of collecting data is really, let's say, like a whole traditional system that not really linked to a technology, right? And this requires a lot of effort in the field to collect the information, as you know, and sometimes this take longer. For example, when the statistical agency, they're doing the social and economic assessment, that will take at least 2 years, right? So I think we have to rely more on technology-based approach, right? Technology-based system that link to data to really facilitate the collecting of data. That's one. The second issue is that the format of the data, right? Each ministry have their own way they're collecting data, and the statistical agency, which is the central, let's say, actors on that, will collect all the information and trying also to put that together. But they have one issue at a certain point, because the way that the Minister of Energy collecting data, the way of Minister of Agriculture collecting data are different. And our work here as GGI is that we are supporting the government to build one, system, one way of, collecting data in the similar format that would be easy to just combined and have something easy to just analyze. So that's the issues with that, and the issues also still remain in the country, because that require a lot of effort, not only at the ministry level, but also, from far. For example, working with university, right, on the way that they also support the approach or the methodology that can be used to do this data. So I think that's really like a big issues on that. I think what I can say is that collecting data require to be faster, to just rely on technology-based system, which is really important to have the data right. And the second, also having the same format on the data would be a help to the integration as well as the analysis as well for the decision making. And lastly is the data is available, but we have to ensure that the statistical agency have the right capacity to have one similar integrated system to collect those information. So that's the issue that we're working with the government very closely, especially with the statistical agency, to help them to build that one system with one format, and that can be easily analyzed by the different experts. Thanks, Marlon. Just building on that, you will recall that one of the articles of the Paris Agreement focuses on capacity building. And capacity is something you mentioned as you were presenting your introductory remarks. Now, I just want to talk a little bit about this issue, because I think it's important to disentangle this aspect of capacity here when it comes to MRV. From your experience in the 2 countries where you are working with GGI, what do you think should be the focus when it comes to capacity building in relation to MRV systems? From what you gather to date, because this notion of capacity building can be a catch-all phrase,
And my thinking is that it could be that it's specific for specific countries and specific needs. Mm-hmm. So can you share with us, just from your set of national circumstances, your experiences, what do you think should be the focus, or has been the focus, at least in the two countries that you are working on when it comes to capacity building? Yeah, I think when it's come to capacity building, what we're trying to do in our new approach is really to have a long-term project and long-term support, because we realize that most of the capacities building support, especially when it's come to develop MRV or working on the NDC, right, was really like fixed term project, right? Those support as CNS project, this means there's 2 or 3 years. And the other thing is that most of the work was done by international expert. So our approach here as GGI is really having a long-term support, not seeing it as a project, but also just working directly with the national task force. What we're doing is that when we go with the different line ministries, having a kind of core technician, national technician, and work with them by learning by doing, right? It will take longer in terms of time, but it's really important that we can make sure that after this support, they can do the work without any external, let's say, support. That's the main objective that we have so far. And the way that also we have to build it is not only building the capacity of those technician of people, but also building the capacity of institution. When we talk about data, when we talk about MRV system, when we talk about NDC, is not only, let's say, institutions that are dealing directly with the data, or like line ministry of government, but also we have to think about the university, how they can prepare the next generation of technicians that integrate those kind of topics in the skills-based approach as well. So it's really important to work also with them, right, on the way that they can design curricula that will integrate those elements and aspects at the national level. The second important things that we trying to do so far is that we realize that NDC or MRV, when that's come, the government they see it's not something that part of the strategy program. They see it as a separate, let's say, opportunity that come, they doing for 1 year and it's finished. But our work is that how the government can integrate the MRV system on the national system, for example, not seeing it as external project and not seeing it as something as not part of the national priorities, but also integrate that. And the way to do so is that our approach is that we are not, pushing things like as a GGI, we're supporting the government, and our approach is we are really embedded within the government. So they're not seeing us as external partner. They're working with us very closely and see us as a trust advisor. So that comparative advantage gives us the opportunity to push certain point in the agenda as a priorities, and that's why we're doing that in MRV system. The last thing also, I think it's really important for me, and sometimes we forget to emphasize on that. When we talk about data, most of the time gender are excluded, right? There's no way that they think, okay, how we can include more, let's say, gender dimension, but also how we can include more gender technician, right? To support that process as well. And that's also we emphasize it in our project in those countries, how we can doing more capacity building, especially for gender first, to raise their capacity so they can play a key role in that environment, as well as also building the capacity on how gender can be mainstream under the NDC or in the MRV system. So those elements also I integrate to make sure that we have a holistic approach in that way. Awesome, thank you. Just before handing over to Renee, don't go away, Male. Perhaps Renee may have some comments and questions for you, but he has other colleagues that he wants to chat with also. I want to remind the participants that you can put your questions and comments on the chat box. I see Joachim Asi has already started putting a comment there, but I'm looking at time, so I want to allow Renee to also take the program forward. Please come in, Renee. Okay, thanks, Brian.
Bon, c'est un plaisir pour moi d'introduire maintenant, je dirais, notre deuxième panéliste qui vient du Tchad, M. Mahamat Abdullah Issa. M. Mahamat Abdullah Issa est le directeur de l'éducation pour l'environnement et changement climatique dans le ministère de l'Environnement au Tchad. Le Tchad, dans les dernières années, a renforcé véritablement. OK. Oui, je viens juste d'avoir l'information que Mahamad n'est pas encore là. Donc, on va passer d'abord à ce qui est notre troisième panéliste. Bon, monsieur Abdelmajid Beniz Nechba, qui va nous entretenir de ce qui se passe du côté du Maroc. Monsieur Majid travaille aussi pour le Global Green Growth Institute. Il est responsable de la gestion de projets. Et c'est une occasion maintenant pour lui de nous entretenir sur les efforts du gouvernement du Maroc en ce qui concerne la mise en place d'un système de transparence. Monsieur Majid, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr. René. Merci pour votre invitation pour participer à cette session dédiée au système de transparence et leur utilité et l'opportunité derrière la mise en place de tels systèmes pour, bien sûr, améliorer l'action climatique dans les pays en voie de développement. Et bien sûr, là, le focus est sur notre Afrique. Alors, brièvement, je voudrais juste dire que DJI au Maroc appuie la transition du Maroc vers une économie verte et sobre en carbone. Je voudrais déjà tout d'abord mettre en contexte un peu notre intervention au Maroc avant de se focaliser sur la thématique. Et donc, nous accompagnons le processus de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable, la contribution nationale déterminée et aussi les ODD, tout en visant à promouvoir un modèle de développement vert, inclusif et durable à l'échelle nationale et aussi infranationale. Notre soutien technique se concentre sur l'élaboration de politiques et d'incitation, l'identification et la conception de projets bancables et l'aide à la mobilisation de fonds pour leur mise en œuvre. Et tout ça en conformément au processus avancé de la régionalisation qui est adopté par le Royaume du Maroc. Donc, permettez-moi aussi tout d'abord de mettre en perspective l'ambition du Maroc en matière de lutte contre le changement climatique exprimée dans sa contribution déterminée au niveau national, qui a été récemment révisée et qui a été élaborée avec une firme conviction que les ambitions mondiales appellent un engagement collectif conséquent de toutes les parties, tant en matière d'atténuation ou d'adaptation, et aussi de moyens de mise en œuvre et d'approche de coopération et surtout de transparence. Donc, en matière d'atténuation, par exemple, le Maroc, dans sa NDC actualisée, il préconise un portefeuille de 61 projets et il a revu à la hausse ses objectifs de la version précédente en fixant un objectif de 45,5% à l'horizon 2030 par rapport au scénario de référence et avec une partie inconditionnelle, un objectif inconditionnel de 18,3 et le conditionnel de 27,2. Donc, parler de la NDC dans ce sens et pour mettre en exergue l'importance de développer des outils pratiques pour le suivi des performances et de mesurer l'impact sur les indicateurs clés de tous ces objectifs, de ces projets qui sont mis dans la NDC, tels que l'utilisation des systèmes de mesure, reporting et vérification. Donc, ils sont nécessaires pour éclairer la prise de décision, pour soutenir et alimenter chacun des engagements nationaux dans les stratégies nationales et les politiques aussi sectorielles. Ce qui va permettre au Maroc, bien sûr, d'accroître son ambition dans le cadre de sa CDN et de recourir surtout au financement climatique pour les activités d'atténuation afin de financer sa CDN conditionnelle. Telles que, par exemple, la transaction des résultats d'atténuation transférés au niveau national, au niveau international, je veux dire, ce qu'on appelle les International Transfer Mitigation Outcomes, ou les ITMO,
en vertu de l'article 6 de l'accord de Paris. Alors, c'est dans ce cadre de soutien que le DJI procure au gouvernement marocain dans la réalisation de ses objectifs ambitieux en matière de CDN que, en cofinancement ou en collaboration avec la NDC Partnership, une activité a été menée visant à relever le niveau d'ambition de la CDN marocaine en élargissant son inventaire de gaz à effet de serre pour inclure de nouvelles sources d'émissions provenant des activités liées à la biomasse. Donc, alors, c'était un peu atypique, hein, cette démarche, parce que au lieu de nous pencher directement sur la réalisation d'un diagnostic national et se concentrer sur l'élaboration d'un état des lieux tout simplement et fournir un document au Maroc pour qu'il puisse bien sûr juger de lui-même l'opportunité du secteur et peut-être garder un rapport simple d'état des lieux dans un fond de tiroir, on s'est dit pourquoi pas travailler sur un livrable tangible. Et après plusieurs consultations avec les parties prenantes et en étroite concertation, bien sûr, avec le point focal institutionnel, LEAD, qui était le département de l'environnement au sein du ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement au Maroc, que nous avons décidé de développer un prototype MRV dans un sous-secteur de la biomasse au Maroc. Donc, c'était ça la genèse de l'idée. Donc, dans ce contexte, et en vue d'accompagner les acteurs publics privés dans la mobilisation des financements climat liés au secteur de la biomasse, et dans le but d'identifier les opportunités d'atténuation au sein du secteur et mobiliser le financement de leur mise en œuvre, l'objectif de ce projet qui a été initié en début 2020 était de développer un prototype MRV open source, donc compatible avec les principes internationalement reconnus et adaptés au contexte du secteur marocain de la biomasse. L'objectif de ce projet a été atteint via la réalisation de plusieurs étapes clés, en passant par évidemment l'analyse de l'état des lieux et la sélection d'un sous-secteur de la biomasse et pour le développement du MRV, et la coordination des parties prenantes et le renforcement des capacités, qui est bien sûr une plaque tournante dans le processus d'élaboration du MRV. Alors, plusieurs activités aussi ont été menées le long du processus de mise en œuvre de ce projet, passant par la collecte de l'information. Donc, on vient toujours à la collecte d'informations et de données, qui est prérequis et essentiel pour l'élaboration ou le développement de tels systèmes, pour structurer bien sûr les mécanismes et aussi bien sûr pour faire une évaluation des MRV existants en place au Maroc pour garder la compatibilité. En parallèle, il y avait le PNUD qui était en train de travailler sur la mise en place d'une plateforme nationale MRV. Donc, il fallait que notre MRV puisse être intégré par la suite. Donc, on a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe qui travaillait sur cet MRV pour qu'il y ait la compatibilité et une bonne synergie entre le flux d'informations qui serait bien sûr remonté dans cette plateforme nationale. L'évaluation des lacunes sur les systèmes nationaux d'inventaire, parce qu'on en a un déjà qui est mis en place au Maroc depuis plusieurs années, le SNIGES, le système national d'inventaire de gaz à effet de serre, qui est un prérequis normalement. Avant de penser à mettre en place un MRV, un système d'inventaire peut éventuellement jouer un rôle primordial dans la remontée de l'information exhaustive et bien sûr actualisée. Et il ne sert pas uniquement pour le système MRV, mais il sert aussi à honorer les engagements, on va dire, du Maroc vis-à-vis de la communauté internationale dans la soumission de tout ce qui est rapport à la CNUC, la Convention au cadre des Nations Unies pour le changement climatique, les rapports, les communications nationales et ainsi de suite. Donc, on a aussi examiné les stratégies nationales et tout ce qui est stratégie sectorielle pour la valorisation énergétique de la biomasse. Il y avait une feuille de route qu'on avait examinée aussi, et les autres politiques pertinentes par rapport au modèle mondialement reconnu, donc comme ceux formulés par
par la CNUC ou les autres, bien sûr, partenaires de développement. Alors, nous avons procédé au développement d'un prototype de système MRV après la présélection et après la sélection, on va dire, du sous-secteur. On a fait une matrice de sélection et par la suite, on a pu choisir le secteur agricole, un sous-secteur agricole pour élaborer ce MRV d'émissions et dans le sous-secteur, dans le secteur de la biomasse et bien sûr en respectant les directives établies par le GIEC et les autres organisations internationalement reconnues. On a aussi procédé à l'analyse du secteur de la biomasse, la catégorisation, la caractérisation, l'évaluation de la disponibilité régionale en s'appuyant sur les bases de données existantes et des facteurs d'émission spécifiques du GIEC aussi. Et le pilote, bien sûr, du sous-secteur de la biomasse qui, par la suite, a été administré dans un atelier de restitution et tout de suite avec un atelier de renforcement de capacité, bien sûr, pour permettre son utilisation. Alors, on a tenu plusieurs sessions d'accompagnement des acteurs, que ce soit en bilatéral ou à travers les comités de suivi, parce que, bon, bien sûr, il y avait un mode de gouvernance qui a été adopté pour la conduite de ce projet. Et on a eu des comités de suivi technique avec les parties prenantes clés et à chaque étape que j'ai citée, l'analyse de l'état des lieux, la sélection du sous-secteur et le développement, la coordination aussi, tout ça, le renforcement de capacité a été, ou plutôt ont été conduites à chaque fois avec les parties prenantes en parfaite implication et bien sûr dans un cadre de renforcement de capacité. Puis, on va dire, la pertinence qui nous a poussé à développer un prototype MRV, c'était pour prouver les aspects de la conditionnalité et assurer la transparence. Et aussi l'exactitude et la comparabilité des efforts d'atténuation du changement climatique dans le secteur de la biomasse au Maroc et en vue aussi d'attirer les investissements privés et étrangers. Lors de l'élaboration du prototype sectoriel, bien sûr pour la valorisation de la biomasse agricole résidue, une approche ascendante a été adoptée pour rendre compte des mesures prises en fonction des projets et des initiatives déjà lancées, des NAMA aussi qui étaient en cours d'exécution et tout ça pour mesurer le progrès réalisé dans l'atténuation sectorielle qui concerne le secteur de la biomasse. Le prototype du système MRV que nous avons pu développer combine des informations provenant de différents niveaux, des scénarios de business as usual, le cours normal des activités, voilà, et des projets, les éléments de soutien aussi. Il permet de faire des rapports périodiques significatifs sur la performance et la gestion qui facilite la prise de décision et les changements de stratégie. On a adopté l'outil exact qui a été testé, bien sûr, pour déterminer le statu quo et l'inventaire en synergie avec la plateforme MRV parce que c'était l'outil aussi qui a été utilisé à leur niveau. Au niveau de l'action, des méthodes approuvées, consolidées, du mécanisme de développement propre qui ont été utilisés, les MDP, pour rendre compte des différents indicateurs de performance liés au projet de récupération d'énergie de la biomasse agricole en question. Et j'ai oublié de dire que le sous-secteur agricole, donc on avait pisté toutes les initiatives existantes et on avait trouvé que au nord-est du Maroc, il y avait l'université Al-Akhawayn, une université qui se trouve en plein milieu de montagne, donc il fait assez froid en hiver et ils ont une chaudière et une piscine chauffante aussi. Donc, pour alimenter cette chaudière pour le chauffage et aussi cette piscine chauffante, ils ont besoin de fuel. Et bien sûr, cette initiative a été instaurée il y a plus de 12 ans dans cette université, mais il y a 6 ans de là, ils ont décidé d'intégrer les énergies renouvelables, une part d'énergie renouvelable dans le processus, bien sûr,
de production d'énergie, qui est dédié bien sûr au chauffage, et ils ont fait un accord avec les agriculteurs de la région, et précisément un grand producteur d'oliviers, donc qui alimente maintenant avec les résidus de l'olivier, bien sûr, la chaudière. Ils ont mis en place un biodigesteur et ils ont pu, bien sûr, produire de la chaleur et de l'électricité pour alimenter, bien sûr, leurs besoins en électricité. Maintenant, ils sont à 100% de capacité issue d'énergie renouvelable. Donc, on a pris cette initiative, c'est ce qui nous a permis de cadrer notre prototype et c'est sur cette initiative qu'on s'est basé pour développer, bien sûr, le MRV. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, à chaque étape de livraison de ce projet, il y avait des sessions de renforcement de capacité tenues avec la participation de plusieurs représentants du secteur public, privé, des instituts de recherche et de la société civile aussi. Et dans le cadre de chaque restitution, après chaque étape, il y avait bien sûr une présentation du livrable et en parallèle, bien sûr, des séances de renforcement de capacité. Et le dernier comité de suivi était allongé, on va dire, avec une session, un atelier de formation pour la présentation du prototype MRV développé et bien sûr l'animation de cette formation autour de la mise en œuvre du système MRV développé avec simulation de cas pour tester les outils de support. Je pense que je vais m'arrêter là et je vais attendre votre intervention pour aller plus loin. J'ai aussi en tête les résultats, parce que le fait d'avoir abordé ce travail au Maroc nous a permis d'ouvrir d'autres voies de collaboration au Maroc. Je ne sais pas si j'ai trop monopolisé la parole, si je peux me permettre de continuer à discuter de cela, ou bien m'arrêter. It's up to you. Je retourne le floor. OK. Merci Majid. Merci pour toutes ces explications. Et c'est hyper intéressant de savoir les efforts du gouvernement du Maroc de rehausser l'ambition dans la CDN, surtout en se focalisant sur la sous-secteur biomasse. Je voulais juste revenir sur un élément qui revient lorsqu'on parle de la mise en place du système MNV. C'est cette question relative à le cadre institutionnel qui est en place. On a entendu dans la dernière discussion avec Dr Malé parfois les défis en ce qui concerne les échanges de données entre les différentes institutions. Donc, il sera très intéressant pour les participants pour que vous nous entreteniez comment le Maroc a géré cet aspect de cadre institutionnel et aussi, je dirais aussi, le cadre juridique aussi qui garantit aussi les échanges des informations. Comme vous le savez bien, c'est une démarche qui implique plusieurs institutions, donc ce sera très intéressant si vous pouvez juste nous entretenir un peu sur comment le Maroc a abordé cette question relative à la mise en place d'un cadre institutionnel, le cadre juridique qui garantisse aussi les échanges d'informations. Merci. Avec plaisir. Merci pour cette question. Effectivement, Dr Malé a expliqué le contexte au niveau des deux pays qu'il gère. Et je veux dire que ça n'a pas été différent et ça l'est toujours au niveau du Maroc aussi. Il y a une complexité de coordination entre les ministères, c'est tout à fait normal. À chaque fois que le gouvernement change, il y a des intitulés des ministères qui changent et dans cela, donc le transfert, on va dire, des données, de savoir qui est au sein de ces ministères et du coup, ce manque de collaboration produit de l'inefficacité, produit de la non-pertinence et ne permet pas, bien sûr, d'harmoniser
et de consolider le travail et de capitaliser surtout sur l'existant qui se fait. Alors, conscient de cela, le Maroc a lancé en 2009 son système national d'inventaire de gaz à effet de serre, qui était volontaire. Donc, il y avait plusieurs sessions de renforcement de capacité. Ils étaient accompagnés par la coopération allemande localement pour la mise en place de ce système. Ils ont pu le mettre sur les rails en 2012 et depuis ce temps, le système national d'inventaire était alimenté par le retour d'informations qui provenaient, on va dire, des différents ministères qui étaient impliqués. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la rotation des points focaux. Par exemple, quand on désigne un point focal dans un ministère, on n'est pas sûr que cette personne va continuer à faire la même chose, sachant que ce point focal a été formé et a été, bien sûr, il a été, on va dire, adopté carrément parce que adopté par le coordinateur national de ce système qui était abrité au département de l'environnement. Il est toujours abrité au département de l'environnement. Et cette personne continue, bien sûr, à alimenter en termes de technicité et améliorer le système d'année en année. Mais voyons que 3 ans après sa mise en place, il y a eu quelques lacunes dans la remontée d'informations. Le Maroc a proposé un décret. Donc, ils ont mis un décret pour obliger la remontée d'informations. Maintenant, cette loi a été validée par le secrétariat général du gouvernement et a été institutionnalisée. Et tous les acteurs maintenant sont obligés, on va dire, en quelque sorte, de remonter cette information dans le système national d'inventaire à gaz à effet de serre. Ce qu'on attend, c'est la mise en place des décrets d'application qui tardent à venir, mais c'est quelque chose qui sera opérationnalisé, on va dire, dans les quelques semaines qui viennent. On est en pleine phase de changement de gouvernement, donc on attend juste cette nouvelle constitution du nouveau gouvernement au Maroc pour, bien sûr, lancer tous ces chantiers qui sont en cours de mise en œuvre. Voilà. OK. Majid, je trouve intéressant que vous avez mentionné le changement, cette histoire de changement des points focaux. Et ça revient, ou bien ça me vient directement un autre aspect que vous avez mentionné aussi dans votre intervention au début, ce qui concerne le renforcement des capacités. Comme nous le savons aussi, comme vous avez mentionné, en ce qui concerne ce changement des points focaux, donc parfois le défi n'est pas seulement de renforcer cette capacité, c'est aussi d'assurer aussi une pérennisation de ces capacités. Je vais revenir encore sur les propos encore de Dr Mallet au début, qui a parlé aussi de l'importance d'impliquer aussi des institutions, c'est ce que je dirais, des institutions académiques et des institutions de recherche, parce qu'à mon avis, c'est aussi une façon d'assurer que peut-être nous avons une masse critique des experts sur cette question. Et comme ça peut au moins réduire le choc de ce mouvement qui peut être aussi, ce flux de mouvement qui peut être dans les institutions. Donc, j'aimerais savoir quelle est l'expérience aussi du Maroc de travailler avec les institutions académiques et recherche pour s'assurer que l'expertise sur cette question MRV est continuellement bâtie pour que peut-être on peut arriver au niveau où on a une masse critique des nationaux qui peuvent aborder les différents sujets en ce qui concerne l'MNV. Merci beaucoup pour cette question, très pertinente. Effectivement, alors au Maroc, les institutions de recherche faisaient part des parties prenantes clés qui étaient impliquées évidemment dans le développement de ce système national de gaz d'inventaire de gaz à effet de serre, je veux dire, d'inventaire de gaz à effet de serre. Et alors, même dans le cadre de notre projet qui était mis en œuvre depuis 2020, qu'on vient de clôturer,
le partenaire technique qui nous a accompagnés était les 3 universités au Maroc qui travaillaient sur des initiatives parce que les pilotes, hein, on les trouve toujours chez les universités au départ et ils ont leurs moyens aussi de collecter l'information et les données, de les exploiter, leur façon d'évoluer. Et le partenaire technique aussi qui nous a aidé à formuler ça, c'est l'Institut IFAS qui est basé en Allemagne et qui fait partie d'une université de recherche. Okay. Donc, je reviens à l'étape de formulation ou de conception. Oui, ils étaient impliqués. Hein, ils étaient impliqués pour la standardisation, okay, de l'information parce que on ne peut pas remonter des informations qui sont collectées de façon différente et puis ça va importuner l'appréciation de ces données pour qu'on puisse bien sûr par la suite les retourner en opportunité et essayer d'avoir une harmonisation dans un système national d'inventaire qui va permettre bien sûr d'alimenter et les rapports et aussi être au service des systèmes MRV qui sont en place. Donc, tout ça a été bien sûr fait au Maroc en parfaite concertation avec les universités et la collaboration des instituts de recherche surtout. Voilà. OK, super. Une dernière question, juste avant peut-être de passer la parole à Brian, c'est la question genre, la nécessité de l'implication de genre. Je lisais même, ça fait quelques jours, l'importance, que le fait que la majorité des pays reconnaît maintenant l'importance d'intégrer le genre comme une moyenne d'augmenter aussi l'ambition et aussi l'efficacité dans l'action climat. Donc, je voulais juste de façon générale avoir aussi l'expérience du Maroc en ce qui concerne l'intégration du genre dans les questions MNV et surtout l'action climat. Ben, écoutez, toute conception de projet, hein, je vais sortir un peu de l'MRV pour parler des projets. Les projets d'impact qui sont résilients au climat et pour lesquels on va bien sûr devoir proposer ou envoyer une proposition pour décrocher un financement de par les acteurs de développement, ben, on a toujours besoin d'adresser cette politique genre et la mettre en exergue. Nous, on a essayé d'intégrer cela dans, bien sûr, surtout, on commence par les ateliers de renforcement de capacité et le taux de participation doit être pas en dessous de 50%. Donc, de notre côté, c'est notre, on va dire, ratio qui est tout le temps respecté. On essaye de contacter même des fois les ministères pour essayer bien sûr d'avoir une représentation féminine, hein, dans les ateliers de renforcement ou de formation que nous proposons dans le cadre de la mise en œuvre et notamment dans le système MRV ou dans les termes de référence, hein, on inclut le ratio pour que bien sûr les parties prenantes quand ils vont recevoir par exemple les règlements intérieurs aussi pour les comités de suivi et les termes de référence des comités de pilotage aussi, on inclut cette composante-là dans les articles pour que, une fois livré aux partenaires, aux parties prenantes clés, ben, ils essayent bien sûr d'adresser ce volet-là de genre et le respecter pour qu'il soit respecté. Voilà. OK. Merci, Majid. So I'll hand over the mic then back to Brian to continue with to round up the discussions. Over to you, Brian. We may have lost Brian. Brian? Renee, it's Josh here. I think he's just dropped out. So possibly, I think if you could take the lead with introducing NTN.
Okay. Man, yes, sorry, we just lost Brian there. I guess he was having some problems with connection. So at this moment, I'll hand over the mic to Mr. Do Etienne, who is going to provide some remarks. Over. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Ok, désolé parce que on avait des soucis de se connecter dès le début. Mais néanmoins, nous sommes très ravis de participer à cette session très importante. Moi, je suis Traoré Do Etienne. Je suis le directeur de convention, de la coordination des conventions internationales du Burkina Faso. Je suis au secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable. Donc, comme je le disais, on se réjouit vraiment de prendre part à cet événement de haut niveau dans le cadre de cette semaine africaine du climat. Donc, si vous me permettez, au nom du gouvernement du Burkina Faso, de remercier l'ensemble des organisateurs pour la qualité et la pertinence de cette rencontre et surtout pour l'occasion qui est offerte à notre pays de s'exprimer sur une question aussi importante dans le cadre de ces efforts de lutte contre le changement climatique. Donc, l'engagement du Burkina Faso à la lutte contre les effets des changements climatiques sur les systèmes naturels, économiques et humains s'est matérialisé par la ratification de la Convention, du protocole de Kyoto, l'amendement de Doha et l'accord de Paris tout récemment. Donc, le ministère de l'Environnement, à travers le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable, et conformément à ces attributions, est la structure focale en matière de changement climatique au Burkina Faso. À ce titre, le secrétariat permanent porte au niveau international les actions nécessaires tendant à répondre aux engagements du pays vis-à-vis de la Convention. C'est également à ce titre qu'il assure le suivi, le rapportage, la vérification et la coordination des inventaires de gaz à effet de serre, l'élaboration des communications nationales sur les changements climatiques, les contributions déterminées au niveau national CDN et aussi les rapports BIONO actualisés. Dans cette mission de suivi et de rapportage de la mise en œuvre de la Convention au Burkina Faso aux instances de la dite Convention constituent des éléments fondamentaux du système MRV national. En effet, nous savons tous qu'un système MRV national doit être très robuste et très ambitieux, de manière à être d'une efficacité maximale au niveau national tout en satisfaisant aux exigences internationales. Donc, comme vous le savez, l'article 13 de l'accord de Paris prévoit l'établissement d'un cadre de transparence renforcé afin de consolider la confiance mutuelle. Donc, le Burkina Faso, pour satisfaire à cette exigence, a fait face à un certain nombre de contraintes et de défis à relever. Nous pouvons citer, entre autres, l'absence d'un dispositif opérationnel formalisé et permanent pour les inventaires de gaz à effet de serre et l'absence de facteurs d'émission propres au pays. Jusqu'à présent, d'un point de vue organisationnel, le développement des communications nationales se fait sous la forme de projets à durée limitée. C'est dans ce contexte que l'État burkinabé a enclenché le processus de mise en place d'un système MRV robuste et transparent conformément à l'accord de Paris. Donc, pour l'atteinte de cet objectif, plusieurs partenaires techniques et financiers accompagnent le gouvernement de Burkina Faso. Permettez-moi de traduire la reconnaissance du peuple burkinabé à tous ces partenaires, que je me réserve d'ailleurs de citer pour peur d'en oublier, pour cet engagement d'une grande importance. Donc, la mise en place d'un système MRV au Burkina Faso nécessite donc l'amélioration de la coopération et de la communication entre les différents acteurs parties prenantes, la production des facteurs d'émission et d'un système de collecte de données fiables et des équipes qualifiées. DJI se positionne comme un partenaire stratégique dans la mise en place du système MRV du Burkina Faso. À travers le projet MRV de DJI, il aide le Burkina Faso à répondre aux exigences du cadre de transparence renforcé de l'accord de Paris en se concentrant spécifiquement sur le MRV des actions d'atténuation et d'adaptation. Soyez-en remerciés. Aussi, qu'il me soit permis de remercier l'ensemble des pays et des partenaires techniques et financiers pour cet espace de dialogue
qui nous est offert pour échanger sur le progrès, nos lacunes et nos besoins en matière de transparence. Enfin, pour terminer mes propos, j'adresse mes sincères remerciements aux pays organisateurs et à l'ensemble des participants. Je vous remercie. Yes, thank you very much, Mr. Etienne, for those remarks. We are now at the end of our session. We've all realized that if we have to achieve the objectives of the Paris Agreement, transparency is going to be quite crucial. So it's going to help to build trust, to help us gauge the progress in the respective NDCs. It's going to also ensure some level of accountability, would increase participation, and effectively also encourage ambition as we go forward. So I want to seize this opportunity to call on all our participants to continue to raise awareness on the transparency issue, and why not become a supporter of our campaign. We've also set up an evaluation form, which will kind of like pop up on the Zoom platform, which would encourage participants in this session to actually to fill out. You could just check now on the chat. There is a link there. You could click the link and help provide your feedback on this event. Yeah. On that note, I would like to thank all the panelists and thank also Joshua for putting all this together. And wherever you are, wishing you a nice day, and yeah, and hopefully we'll see each other probably in Glasgow.